Bien. Bonjour à tous. Merci Victor. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler donc de la façon de dialyser une acidose. Alors c'est un sujet qui n'est pas simple, qui regroupe beaucoup de choses. On va essayer d'être le plus précis possible et évidemment on n'abordera pas l'entièreté du sujet. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une acidose métabolique? Donc vous savez tous que l'acidose métabolique, on va commencer par regarder le trou anionique. Donc ça, c'est à partir de la conférence de consensus, enfin la recommandation formalisée d'experts de 2018. Si le trou anionique est normal, on aura les acidoses tubulaires, les pertes digestives, les apports de chlore. Et là, le traitement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est l'apport de bicarbonate. Il n'est pas question de dialyser ces malades-là. Si le trou anionique est augmenté, on a en gros 4 possibilités. L'acidocétose, principalement diabétique. Là, c'est pareil, pas d'indication d'épuration et pas non plus d'ailleurs d'indication d'alcalinisation dans la plupart des cas. Le traitement par insuline et réhydratation suffira à corriger le trouble. On a les intoxications, en particulier méthanol, éthylène glycol et autres. Donc là, il y a clairement une indication à faire une épuration. Mais je n'aborderai pas ce sujet-là parce que c'est une indication toxicologique qui a des particularités qui dépassent largement les 20 minutes dont je dispose. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est finalement les acidoses métaboliques en rapport avec les acidoses lactiques et l'insuffisance rénale aiguë. Et là, comme par hasard, eh bien, c'est là où la question se pose. Est-ce qu'il faut effectivement les dialyser? Est-ce qu'il faut les alcaliniser? Et quand est-ce qu'il faut les dialyser? C'est de ça que nous allons parler. Alors, pour être un peu plus précis, on va s'attacher à cette charmante patiente de 83 ans, qui est une vraie patiente, admise en réanimation pour un choc septique sur une détresse respiratoire aiguë, qui a des antécédents et principalement cardio avec une dysfonction VG, qui, après expansion volémique, intubation et mise sous catécholamine, se voit faire un bilan biologique. Donc à l'admission, vous voyez qu'on a une acidose métabolique avec un pH à 7,15. Elle est lactique, elle a une insuffisance rénale dès l'admission. 6 heures après la prise en charge, donc on a réanimé cette patiente. Vous voyez qu'elle a des doses d'amine qui sont relativement élevées. On a dû rajouter de l'adrénaline d'ailleurs à la noradrénaline. Elle a un état hémodynamique qui paraît correct. Elle est toujours anurique, elle a toujours son insuffisance rénale aiguë, l'hyperkaliémie s'est majorée. Elle a quelque chose qui ressemble à une CIVD et l'acidose métabolique n'a fait que s'aggraver puisqu'elle a un pH à 7,02. Donc cette malade-là, il va manifestement falloir l'épurer. En tout cas, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le sujet, mais ça peut se discuter. Donc comment on va aborder cette patiente? La première question, c'est est-ce que je dois dialyser cette acidose? La deuxième question, c'est quels vont être mes objectifs thérapeutiques? La troisième question, quelles contraintes vais-je devoir prendre en compte? Quelle technique d'épuration je vais choisir? Comment je vais gérer les contraintes au regard de la technique d'épuration que j'ai choisie? Quelle voie d'abord je vais utiliser? Et comment je vais mettre en route mon traitement? Donc on va aborder tous ces points-là. D'abord, est-ce que je dois dialyser cette acidose? Alors vous savez qu'il y a eu, historiquement, on disait, oulala, attention, une acidose métabolique qui n'est pas liée à une perte de bicarbonate, surtout pas d'alcalinisation, c'est dangereux, ça tue les malades. Et puis, les choses ont un peu évolué et on a des données qui sont apparues, en particulier par le groupe Azurea et Boris Young. Il y a cette première étude qui était une étude prospective mais observationnelle de pratique sur l'acidose métabolique. Donc vous voyez qu'ils avaient inclus des patients de toute origine et de tout type d'étiologie. Et ils avaient regardé, à l'issue de cette étude prospective, le devenir des patients suivant qu'ils avaient reçu ou non du bicarbonate. Alors vous voyez que globalement, sur la partie de droite, le pronostic des malades, ceux qui vont décéder, ce sont ceux qui ont le taux de lactate le plus élevé et surtout, de manière plus intéressante, ce sont ceux qui ont, qui ont le taux de lactate qui ne se normalise pas par rapport à ceux qui survivent. Donc c'est bien la cinétique des lactates qui va être un élément déterminant. Alors, sur le
les patients qui ont reçu ou non du bicarbonate. Vous voyez que les facteurs qui font que les patients vont recevoir du bicarbonate dans cette étude, c'est qu'ils sont plus graves sur le plan de l'acidose. Ils ont effectivement un taux de bicar qui est beaucoup plus faible. Mais contre toute attente, eh bien, quand on regarde les critères de jugement sur la durée de séjour, la mortalité ou autre, eh bien, il n'y a pas de différence significative. Donc le premier élément de cette étude, c'est de montrer que finalement les patients qui sont alcalinisés pour une acidose métabolique dans situation aiguë ne meurent pas forcément plus que ceux qui ne vont pas être alcalinisés. Et les facteurs pronostiques dans l'étude, en analyse multivariée, c'était effectivement le score SAPS-2, c'était la lactatémie à l'admission et puis l'évolution du pH, mais ça n'était évidemment pas le fait d'avoir reçu du bicarbonate. Alors pour aller plus loin, ils ont construit une étude prospective randomisée, une grosse étude, 26 centres, plus de 400 patients. Donc c'est des patients en réanimation qui avaient une acidose métabolique sévère, vous voyez, pH moins de 7,20, bicar à moins de 20, et puis un score SOFA élevé ou un lactate élevé. Et ils ont exclu les patients qui avaient une acidose respiratoire, bien sûr, les patients qui avaient des pertes digestives ou urinaires de bicarbonate, les patients qui avaient une insuffisance rénale chronique, et puis l'acidocétose diabétique. De même qu'ils avaient exclu les patients qui avaient été épurés ou qui avaient déjà reçu du bicar avant l'inclusion. Et l'élément intéressant de l'étude, c'est qu'ils ont stratifié leur randomisation sur l'âge, le sepsis, et sur l'existence d'une insuffisance rénale aiguë à KIN 2-3, donc des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë relativement sévère. Au passage, parce que vous allez me dire, ok, mais puisqu'ils ont exclu les patients qui sont épurés, forcément, c'est facile de les alcaliniser. Sauf que, quand on regarde le flowchart, il n'y a que 47 patients sur les 900 et quelques patients screenés qui ont été exclus pour une épuration dite urgente. Donc ça ne règle pas complètement le problème. Il y a des patients pour lesquels il y a manifestement des indications d'épuration urgente. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres études dont vous avez sûrement entendu parler sur le timing d'initiation, idéal ICU ou Akiki par exemple, dans ces études-là, où on attendait de dialyser les patients de manière prolongée par rapport à une initiation immédiate sur les critères habituels, eh bien dans Akiki ou Ideal ICU, il y avait autant de patients qui étaient randomisés que de patients qui n'étaient pas randomisés parce qu'on avait considéré qu'il fallait les dialyser en urgence. C'est-à-dire près de 600 patients sur les 600 patients inclus, 600 patients pas inclus à cause d'un critère d'urgence. Là, ça n'est pas le cas. Donc on a bien des patients qui sont les nôtres en réanimation pour lesquels on les a randomisés en bicar ou pas de bicar. Donc, groupe contrôle, pas de bicar. Groupe intervention, du bicar à 42 pour 1000. Bon, un protocole qui est plutôt bien fichu. Et puis, l'indication d'épuration, une fois que les patients étaient randomisés, était stratifiée dans les deux groupes. Dans les 24 heures, on pouvait les dialyser s'ils avaient une kaliémie à plus de 6,5 avec des signes ECG ou un choc cardiogénique. Bien évidemment, pas pour l'acidose. Et puis au-delà de 24 heures, malgré l'alcalinisation, on pouvait les épurer en cas d'oligurie persistante, d'une acidose persistante ou d'une kaliémie supérieure à 6,5. Vous voyez que la majorité des patients étaient en défaillance multiviscérale, ventilation mécanique invasive et catécholamine, donc des patients en état de choc, avec défaillance multiviscérale. Eh bien, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait pas de différence de mortalité sur l'ensemble de la population, que par contre, les patients à KIN 2-3, eh bien, il y avait une différence significative avec une amélioration de la survie chez les patients qui avaient été alcalinisés, qui n'avaient pas été épurés. Donc ça, c'est un élément intéressant, c'est que cette étude semble montrer qu'il y aurait peut-être même un intérêt à retarder l'épuration pour alcaliniser les malades. Et quand on regarde effectivement ce sous-groupe de patients qui ont dû être sur le recours à l'épuration extra-rénale, eh bien, vous voyez que dans le groupe contrôle, les patients qui n'ont pas été alcalinisés et le groupe alcalinisation, il y a une nette diminution du recours à l'épuration extra-rénale quand on alcalinise les malades. Donc c'est des données relativement intéressantes qui montrent qu'effectivement, il n'est probablement pas nécessaire de se jeter sur une dialyse quand un patient a une acidose métabolique et que peut-être que les critères des études idéales Akiki et Startaki, où on tente à retarder l'épuration, est peut-être une bonne attitude. Donc, oui, on va passer. Les recommandations de la RFE sur l'acidose métabolique nous disent d'ailleurs qu'il faut probablement administrer du bicarbonate de sodium aux patients de réanimation présentant une acidémie profonde et une insuffisance rénale aiguë modérée à sévère.
donc ça reprend les données finalement de Bicara ICU, et que dans le cadre d'un état de choc et d'une insuffisance rénale aiguë, les experts suggèrent d'initier une épuration extra-rénale si la valeur du pH est inférieure à 7,15 en l'absence d'acidose respiratoire et malgré un traitement approprié. Ok, bon, notre patiente, nous, de toute façon, on a décidé qu'on allait la dialyser, et quand on voit effectivement la profondeur de son acidose métabolique, même si on l'alcalinise, elle est anurique, il y a de fortes chances qu'il faudra la dialyser. Alors, quels vont être mes objectifs thérapeutiques? Ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Quand vous initiez une dialyse, il faut savoir pourquoi vous l'initiez. Ce n'est pas juste parce qu'il a une insuffisance rénale et qu'il faut que je le dialyse, c'est qu'est-ce que je vais chercher à contrôler. Et donc, vous avez ici la démarche diagnostique pour arriver finalement à la prise en charge thérapeutique. Oui, c'est bien une insuffisance rénale. Est-ce que je fais un traitement conservateur ou est-ce que je fais un traitement de suppléance rénale? Et dans ce cas-là, je vais prescrire mon épuration extra-rénale. Mais avant de prescrire, je vais me poser la question, savoir si c'est pour une surcharge volémique, si je veux donc dépléter mon patient, si c'est pour un contrôle métabolique, si c'est pour des désordres hydroélectrolytiques ou bien si c'est une autre cause. Alors souvent c'est un petit peu combiné, mais c'est important de se poser ces questions-là parce que ça va vous permettre, dans votre suivi du patient, vous aurez ici identifié vos cibles thérapeutiques, vous allez faire votre prescription, vous allez commencer le traitement, et là vous allez monitorer votre traitement, ce qui vous permettra ensuite de modifier ou non vos prescriptions sur le rythme de l'épuration, sur la durée de la séance, etc., etc. Donc vraiment, posez-vous toujours cette question et cherchez à évaluer les objectifs que vous obtenez par rapport à ceux que vous souhaitiez obtenir. Une fois qu'on a défini ces objectifs, quelles sont les contraintes que l'on va avoir à gérer? Alors, quand on prend notre patiente, on a quand même plusieurs éléments importants. Premièrement, le terrain. C'est une patiente qui a une dysfonction ventriculaire gauche importante, donc elle ne va pas tellement aimer les variations volémiques un peu intempestives. C'est une patiente qui a une instabilité hémodynamique, même si on a réussi à stabiliser les choses, elle a quand même un niveau de catécholamine qui est relativement important. Ça risque de mal se passer si on fait un peu n'importe quoi, ou en tout cas si on n'y prend pas garde. Et puis, elle a des troubles de l'hémostase, donc il va falloir faire attention là aussi à la façon dont on va gérer l'anticoagulation. Et donc à partir de tout ça, on va adapter notre technique. Alors, quelle technique choisir justement? Donc on ne va pas rentrer dans le débat continu intermittent. On m'a demandé de parler principalement de la dialyse. Donc c'est ce que je connais le mieux. Et dans cette situation-là, je trouve que ce n'est pas inintéressant. Si vous regardez ici les avantages et les inconvénients de l'hémodialyse intermittente, des méthodes continues et de la SLED, qui est une optimisation de l'hémodialyse intermittente, où on va prolonger la séance, on va réduire le débit dialysat, on va réduire le débit sang, donc on va diminuer la rapidité d'échange au travers de la membrane, et on va du coup avoir une thérapie qui sera un peu plus soft, on va dire, qu'une hémodialyse intermittente, en tout cas qui entraînera moins de variations osmotiques rapides et de troubles hydroélectrolytiques rapides. Eh bien, quand on compare les avantages et les inconvénients de l'intermittent et du continu, vous voyez que l'avantage de l'intermittent, c'est qu'on va avoir très peu de besoin en anticoagulants, voire quasiment pas, alors que quand on fait du continu, on va devoir utiliser une anticoagulation. Alors ça peut être du citrate, hein, mais souvent c'est quand même aussi des héparines, et que malgré le mode d'anticoagulation choisi, il y a un risque de downtime, c'est-à-dire d'interruption de séance, puisqu'on est en continu, il y a plus de risques que quand on fait une séance plus courte, et cette downtime va évidemment modifier l'efficacité du traitement et le contrôle des paramètres que vous souhaitez obtenir. Deuxième élément, l'efficacité sur les petites molécules. L'hémodialyse intermittente, vous allez avoir des clairances beaucoup plus élevées sur les petites molécules. Et ça, c'est intéressant si vous avez une hyperkaliémie menaçante. Vous serez beaucoup moins rapidement efficace avec une thérapie continue. Donc, c'est un des éléments aussi en faveur de l'hémodialyse intermittente. Et puis, troisième élément, qu'il faut quand même prendre en compte aussi, parce que c'est un élément très important, c'est la stabilité hémodynamique et la capacité de traiter le patient correctement. On sait qu'effectivement, l'hémodialyse intermittente, eh bien, c'est plus complexe d'avoir un état hémodynamique stable. Ça nécessite, comme on va le voir, d'adaptation des paramètres. En revanche, les méthodes continues semblent être plus faciles à utiliser dans ce contexte-là. Alors, est-ce que ça a un sens? Bon, il y a plein d'études, hein, j'en parlerai pas. Je vous montre juste les dernières recos. Donc ça, c'est les recos françaises
auquel j'avais participé, qui disait que les méthodes continues et intermittentes pouvaient être utilisées de manière équivalente en fonction de l'expérience des équipes. Donc ce qui dominait vraiment, c'était l'expérience des équipes, et que les techniques diffusives ou convectives offraient exactement les mêmes bénéfices aux patients. Et puis plus récemment, la Surviving Sepsis Campaign 2022 nous dit, confirme, effectivement, ils sont d'accord avec ça. Chez les adultes en sepsis ou en choc septique avec une insuffisance rénale aiguë, on suggère d'utiliser soit l'intermittent, soit le continu pour traiter les patients avec, vous voyez, un niveau de comment dirais-je, d'évidence qui est relativement modeste. Alors finalement, ce qu'on va regarder, c'est de quoi on a besoin, nos fameux objectifs. Donc on peut considérer le patient en situation aiguë comme un patient avec 3 phases: phase précoce, phase de stabilisation, phase de récupération. Mais en phase précoce, c'est celle qui va nous intéresser. On a un patient instable, qui a besoin de clairance élevée, qui n'a pas besoin de perte de poids, pas d'UF, qui a un risque hémorragique, qui a besoin d'avoir une dose délivrée cible pour contrôler et le métabolisme et les troubles hydroélectrolytiques, et qui a besoin d'avoir une bonne tolérance hémodynamique. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Eh bien, on peut utiliser soit l'hémodialyse intermittente, et en particulier la SLED, qui améliore la tolérance hémodynamique, soit les méthodes continues, et dans ce cas-là, on recommande d'utiliser du citrate, c'est ce que toutes les recommandations nationales ou internationales font, et entre ça ou ça, eh ben, il n'y a pas d'études qui permettent de dire que l'une fait mieux que l'autre. Donc ce qu'on sait faire, on fait en général mieux ce qu'on sait faire que ce qu'on ne sait pas bien faire, donc chacun est libre de faire comme il l'entend. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je vais vous parler de l'hémodialyse intermittente et de la SLED. Alors, donc on a choisi finalement une thérapie intermittente. Donc comment est-ce qu'on va gérer nos contraintes qui sont, là en l'occurrence chez cette patiente, principalement l'état hémodynamique? Alors quels sont les facteurs qui vont intervenir sur la tolérance hémodynamique d'une séance d'épuration intermittente? Ici, vous avez une hypotension induite par la séance qui va avoir tout un tas évidemment d'effets délétères. Mais il y a 3 éléments majeurs. Le premier, c'est l'hypovolémie, donc mauvaise gestion de la volémie du patient. Le deuxième facteur, c'est la chute du débit cardiaque au cours de la séance. Et le troisième élément, c'est la modification des résistances vasculaires périphériques, et en particulier la vasodilatation. Alors, je n'ai pas le temps de détailler toutes ces choses-là. Ce que je peux vous faire, par contre, c'est de vous donner les recommandations qui sont issues de ces différents aspects. Pour améliorer le tonus vasculaire et la contractilité myocardique, les éléments importants, c'est le choix de la membrane. En pratique, on choisit des membranes synthétiques qu'on appelle maintenant biocompatibles. Il n'y a pas de différence majeure entre les différents polymères. En tout cas, c'est une membrane synthétique. Deuxième point important, le tampon au bicarbonate. Donc maintenant, on a quasiment que des tampons au bicarbonate, mais il faut savoir que le tampon au bicarbonate que vous utilisez contient un petit peu d'acétate et que parfois, ça peut suffire à entraîner des anomalies métaboliques. Il existe des tampons au citrate en quantité très très faible, mais juste pour remplacer l'acétate et éviter les effets délétères de l'acétate. Le contrôle du calcium ionisé, ça c'est un élément très important pour préserver la contractilité myocardique. Il a été démontré que quand on fait de l'hémodialyse intermittente, on a un stunning myocardique et on a, si la calcémie maintenue par la séance n'est pas suffisante, on va avoir à la fois une dysfonction endothéliale et une dysfonction systolo-diastolique du ventricule gauche. Donc on recommande un dialysa à plus de 1,75 millimoles de calcium pour maintenir une calcémie ionisée du patient à 1 millimole. Vous verrez que la plupart des bains contiennent 1,25. Donc il ne faut pas hésiter à regarder et à choisir un bain plus riche en calcium. Enfin, la température du dialysa. Il y a un certain nombre d'études qui ont montré chez les patients chroniques, pas chez les patients aigus, que la diminution de la température du dialysa de 0,5 à 1,5 degré de la température du patient permet de préserver la vasoconstriction induite par l'état de choc et évite de lever cette vasoconstriction. Pour préserver la volémie, branchement isovolémique, augmentation de la concentration en sodium du dialysa. Là encore, il y a un certain nombre d'études chez les chroniques qui ont montré que l'augmentation en sodium du dialysa permettait de préserver l'osmolalité et permettait le refilling plasmatique, et donc d'éviter l'hypovolémie. Enfin, la diminution du débit dialysa. Donc ça, c'est le passage en SLED, comme je vous expliquais, où on va diminuer le débit dialysa à 300 ml minute au lieu des 500 habituels, et on adaptera le débit 100 pour garder un ratio débit 100 débit dialysa de 1/2. Enfin, le dernier élément, qui n'est pas des moindres, l'UF, une UF prudente. Attention, un patient en état de choc tel que notre patiente n'a pas besoin d'avoir une ultrafiltration.
Un élément important pour choisir est-ce qu'il faut ou pas ultrafiltrer le patient. Ça, c'est Xavier Monet qui avait montré ça sur le passive leg raising avant de démarrer une épuration extrarénale. En gros, évaluer si les patients sont volodépendants ou pas. Ça ne sert à rien d'aller mettre une UF à un patient qui est volodépendant, même s'il est bourré d'œdème. Et vous voyez qu'ici, ce sont les patients qui ne présentent pas d'hypotension perdialytique. Ils ont un passive leg raising qui est inférieur à 10%, donc ils n'ont pas de volodépendance. Ici, c'est les patients qui vont présenter une hypotension. Alors, il y en a certains qui n'auront pas de passive leg raising à plus de 10%, mais l'immense majorité en auront un. Donc, si vous avez un patient qui a déjà, avant votre séance, une augmentation de son débit cardiaque lors du lever de jambe passif, il ne faut pas prescrire d'ultrafiltration. Donc pour l'UF, avant de prescrire une perte de poids, évaluer la volémie du patient. La présence d'œdème périphérique n'est pas synonyme d'hypervolémie, surtout en cas d'inflammation. Importance d'éliminer toute précharge dépendance. Et en cas d'hypervolémie confirmée et d'UF mal toléré, on va prolonger la séance pour diminuer le taux d'UF. Probablement qu'on est un peu trop gourmand sur le secteur vasculaire et que le refilling plasmatique n'a pas le temps de se faire. Donc les principaux réglages, le débit sanguin entre 100 et 500 ml minute, le débit dialysant entre 300 et 750, le débit d'UF adapté à la volémie, la température du dialysat isotherme ou hypotherme si le patient est hémodynamiquement instable, et la conductance en sodium et en bicarbonate qu'on va augmenter avec une conductance en bicarbonate élevée. Quelle voie d'abord ? Rapidement, je vous montre cette étude que vous connaissez probablement, étude française, qui a comparé les risques infectieux entre la voie fémorale et la voie jugulaire. On avait tous en tête cette vieille idée que ça s'infectait plus en fémorale qu'en jugulaire. Eh bien, quand vous regardez, pas du tout. Il n'y a pas de différence significative, sauf dans les sous-groupes. Si vous regardez les patients qui sont obèses, vous allez avoir plus de complications infectieuses en fémorale, mais à contrario, chez les non-obèses, il y aura moins de complications infectieuses en fémorale. Donc, le choix du cathéter va dépendre du BMI du patient. En termes de dysfonction de cathéter, pas de différence non plus significative entre fémoral et jugulaire. Donc, on va dire que c'est vraiment le BMI du patient qui va nous permettre de choisir. Donc, le cathéter doit permettre d'obtenir le débit sanguin souhaité. Moi, je recommande des cathéters comme cela en double canon de fusil, où les deux lumières sont en plein dans la lumière du vaisseau, donc il n'y a pas de risque de collapsus sur les parois. Privilégier la voie fémorale chez le non-obèse ou en situation d'urgence, et sinon, privilégier la voie jugulaire, toujours sous écho, bien sûr. Point essentiel, la position de l'extrémité du cathéter proche de l'oreillette droite en cave sup, et en fémorale proche de la cave inf. Donc il faut adapter la longueur du cathéter. Si vous êtes en fémorale, il faut au moins du 24 cm. Sinon, vous serez dans un vaisseau dont le débit sanguin local sera insuffisant à assurer le débit de sang que vous aurez souhaité sur la machine. Diamètre du cathéter va déterminer le débit possible et les pressions. En tout cas, au-dessus de 12 French. Moi, je recommande du 13 ou du 14 French. Ça permet d'avoir des débits corrects. Comment procéder? Donc, les prescriptions. Donc là, j'ai remis les principales prescriptions, la membrane, la durée, la concentration en potassium, la conductivité en sodium, le bicar, le choix de l'anticoagulant. J'en ai pas parlé, en hémodialyse intermittente, on recommande des HBPM. C'est plus facile. Le débit sang, le débit dialysat, la température du dialysat et l'UF-net. Comment procéder? Alors ça, c'est des petites recettes de cuisine, mais c'est important si ça ne se passe pas bien. Toujours vérifier la perméabilité du cathéter avant le branchement pour être sûr qu'on ne va pas avoir une dysfonction de cathé une fois qu'on aura branché. On dit à l'infirmière de démarrer la pompe à sang sans débuter ni la circulation d'idialysat ni l'ultrafiltrat. Donc on circule juste sur la pompe à sang. Une fois qu'on a le débit sang qu'on a souhaité, au bout de quelques minutes, on démarre le débit dialysat. On voit comment ça se passe. Et au bout de 15 à 20 minutes ou 10 à 15 minutes, si tout se passe bien, on va démarrer l'UF si on a décidé de mettre une UF. Si on met tout en même temps, vous avez 9 chances sur 10 que le malade fasse une chute de tension. Quelle dose d'épuration, quelle fréquence des séances? Donc là, je vous ai mis les recommandations de la RFE. En épuration intermittente, il faut probablement que la dose de dialyse minimale délivrée soit de 3 séances par semaine de 4 heures, avec un débit sang de 200 et débit dialysat à 500, ou un cathé sur V. Bon, ça vous oubliez parce que c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Mais ce qui est important dans cette recommandation, c'est qu'on propose aussi le maintien d'une concentration en urée prédialytique de 20 à 25 millimoles par litre. Donc ça veut dire que si vous voulez savoir à quelle fréquence redialyser votre patient, mais vous regardez son taux d'urée. Il faut évidemment adapter la dose délivrée aux besoins du patient en termes de contrôle métabolique, etc. Quand arrêter? Ben alors ça, c'est compliqué.
Il n'y a pas de critères validés qui sont consensuels. Il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte. Ça, c'est une méta-analyse qui a été faite sur les quelques 10 études sur petits effectifs qui ont pu être faites. L'élément qui semble vraiment déterminant, c'est la reprise de la diurèse spontanée du patient. Attention aux diurétiques, ce n'est pas parce que le patient répond aux diurétiques qu'il a pour autant récupéré une certaine fonction rénale. Donc, il faut analyser la diurèse vraiment spontanée. La valeur peut être la cinétique de la créatinine plasmatique. Donc ça ressort comme un élément associé au succès d'un arrêt d'épuration. Pareil, le contrôle de la kaliémie et la réserve alcaline sont des éléments importants. Donc en gros, un patient qui est stable sur le plan hydroélectrolytique, qui a une créatinine plasmatique qui commence à décroître qui a une reprise de diurèse, vous pouvez évidemment arrêter. Alors, sur l'intermittent, c'est assez facile, parce qu'entre 2 séances, vous voyez ce qui se passe. Sur le continu, ces éléments-là sont plus intéressants, parce que là, c'est compliqué de savoir quand arrêter. Il n'y a pas de valeur du taux d'urée, pas de valeur du taux de lactate ou du score SOFA, en tout cas dans cette méta-analyse. Et pour terminer, donc, je vous mets les références de la RFE, où il y a énormément de choses, y compris des choses excessivement pratiques qui pourront éventuellement vous aider. Merci de votre attention.